Non, attendez, je termine. Et puis, madame disait, on est dans le complot, là. Non, je suis pas dans le complot. Attendez, je suis pas dans le complot. Là, c'est vraiment... Moi, j'étais à Gaza. Je peux vous dire qu'il y a tout... Moi, j'ai été... Attendez. On a vu les... Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien, messieurs, dames. Aujourd'hui, on va parler de Dylan Thierry, on va parler de Jérôme Kerviel, on va parler d'Eric Nolot, on va parler d'un youtubeur qui aurait potentiellement tué des gens avec des bombes et de bien d'autres sujets encore. Mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain à 18 h à peu près, on va voir si j'ai du retard ou pas, je vous sors la deuxième partie sur Aquababe. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. On va chercher à boire manger sous malaise et moi je m'occupe du reste. Messieurs, dames, on va commencer par une histoire complètement folle. Un YouTuber de 135 000 abonnés qui s'appelle Yodur Métallique aurait potentiellement tué des gens avec une bombe. Et sa mère est dans le coup. Et c'est pas une blague. Cet homme, c'est le youtubeur Yodur Métallique et il est accusé d'avoir fabriqué et posé des bombes qui auraient tué 3 personnes, dont un enfant de 5 ans. On va ici s'intéresser à cette vieille table de cuisson à induction 4 foyers que j'ai eu la chance de pouvoir récupérer. Yodur Métallique, Simon, de son vrai nom, a 35 ans et plus de 130 000 abonnés sur sa chaîne spécialisée dans l'électronique et le bricolage qu'il alimente depuis une dizaine d'années. Pourquoi pas concevoir et construire un robot qui serait équipé d'un bras télescopique se terminant par une pince? Le 7 mars dernier, il a été mis en examen et écroué à Melun, en Seine-et-Marne, au même titre que sa mère de 73 ans pour 3 assassinats et une tentative d'assassinat. En cause, un drame survenu le 27 novembre 2024 dans la petite ville de Saint-Loup-de-Neau, en Seine-et-Marne, où Simon et sa mère possèdent une maison où ils ne vivent plus la plupart du temps. À 4 h 30 du matin, la maison voisine de celle du youtubeur explose. Le pavillon est détruit. À l'intérieur, Florian, 35 ans, est conduit à l'hôpital, les 4 membres brisés, la mâchoire fracturée, ses doigts partiellement arrachés. Le corps de sa compagne est retrouvé sans vie dans les décombres. Sur le cratère de l'explosion est prélevé un ensemble de substances nécessaires pour fabriquer une bombe artisanale d'environ 50 kg, dont de la peintrite. Pour les experts, c'est la preuve que la mise à feu de cette machine infernale ne pouvait pas être déclenchée sans une intervention humaine. La piste des enquêteurs se tourne rapidement vers Simon et sa mère, avec qui la victime confie avoir eu un différend. Mère et fils sont décrits comme étranges, discrets, mais aussi conflictuels. Les deux sont mis sous surveillance par les forces de l'ordre. En décembre, une première perquisition à leur nouveau domicile de Sourdin, couplée à une garde à vue, ne permet pas de les incriminer. Mais le 20 février, le résultat des prélèvements réalisés plus tôt révèle des traces de peintrite. Les enquêteurs font alors le lien avec un autre drame survenu en mars 2017. Une Peugeot 107 avait explosé près de l'école de Saint-Loup-de-Neau. Son conducteur, Michel Charbonnier, 64 ans, avait été tué sur le coup, tout comme son petit-fils de 5 ans. Or, le conducteur sexagénaire n'était autre que le voisin de Simon et sa mère, et c'est sa maison qui a été vendue à Florian, la victime de l'explosion de novembre 2024. Le youtubeur, présumé innocent, a été une nouvelle fois placé en garde à vue au même titre que sa mère le 4 mars dernier. Il assure que la peintrite retrouvée chez lui à Sourdin ne viendrait que du fait qu'il s'est rendu à Saint-Loup-de-Neau dans son autre maison depuis le drame. Sa mère et lui ont été mis en examen le 7 mars dernier et écroués. Quand on vous dit que l'habit ne fait pas le moine, non, honnêtement, qui aurait pensé que le mec fabriquerait des bombes pour tuer des gens? Complètement ouf. C'est quoi la prochaine étape? Un youtubeur terroriste? Ce monde me terrifie. On va maintenant écouter l'ex-trader devenu très connu de la Société Générale, Jérôme Kerviel, qui a eu des mots vraiment très justes par rapport à ce qui se passe aujourd'hui vis-à-vis de la crypto, du copy trading, enfin, ce dont j'ai parlé beaucoup de fois sur la chaîne principale. Avec l'explosion des crypto-monnaies, il y a de plus en plus de jeunes qui se lancent, notamment à Dubaï, dans le copy trading. Et il y a plein d'affaires qui commencent à remonter à la surface sur des arnaques. Comment est-ce que vous voyez ça? C'est un fléau. La majeure partie des gens qui investissent ce genre de marché perdent de l'argent. Ce fantasme de l'argent facile et rapide n'existe pas, en fait. Il y a toujours un moment où ça vous rattrape. C'est quelque chose qu'il faut vraiment encadrer, limite interdit. J'ai du mal à comprendre comment des gens qui ont fait de la télé-réalité ou qui sont juste influenceurs sur les réseaux deviennent des génies du trading. Je pense qu'ils ne le sont pas, surtout. S'ils veulent faire de la finance et investir, il faut qu'ils se documentent sérieusement,
qui prennent des formations qui sont plus importantes que suivre les conseils d'un pseudo-trader. Des esprits brillants, des stars de la finance, j'en ai croisé beaucoup. Et même ces gens-là, en fait, c'est leur arrivé de perdre de l'argent. Et c'est ce qui est quelque part dangereux dans ce qu'on voit maintenant sur les réseaux sociaux, c'est de s'imaginer que c'est de l'argent facile et que ça marchera à tous les coups. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Même le meilleur trader du monde, ça lui arrivera de se planter. Alors encore plus vrai pour des gens qui ne sont pas du tout formés à ce métier-là. Donc il ne faut pas les suivre, ces gens-là, en fait. Ces gens-là, ils jouent avec quel argent? Je pense qu'ils jouent même pas avec leur argent, en fait. Je pense que ces gens-là qui viennent donner les conseils, je pense que c'est du fake à 99%. Demain, vous avez un modèle mathématique en trading qui vous fait gagner à tous les coups. Est-ce que vous allez le partager avec d'autres personnes? Non. Vous allez le garder pour vous et vous allez faire du fric. C'est aussi simple que ça. Si ce qu'ils prononcent et ce qu'ils décrivent dans ce qu'ils sont en train de faire fonctionne à 100%, à aucun moment, ils n'ont intérêt à divulguer à qui que ce soit. Le compte est bon, pas mieux. Ce qui est bien avec les hommes et femmes politiques, c'est que l'expression « c'est l'hôpital qui soude la charité » prend tout son sens. Vous allez voir. Jérôme Cahuzac, au moment des accusations contre vous, lors de votre démission, lors de votre procès, quel avait été le comportement de Marine Le Pen à votre égard? Je trouve que je n'en ai pas le souvenir dans l'instant, mais que j'ai constaté ce qu'il avait été, puisque, malheureusement pour elle, on rappelle des déclarations qu'elle avait pu faire à mon propos, en indiquant qu'un responsable politique compromis dans des délits financiers devrait être déclaré inéligible à vie. Il se trouve que la fraude fiscale dont j'ai été déclaré coupable est un délit financier. Il se trouve que le détournement de fonds publics, dont en première instance la justice a estimé que Mme Le Pen s'était rendue coupable, il se trouve que ces deux délits sont des délits financiers. Et donc, d'une certaine manière, elle doit se réjouir que sa suggestion de l'époque n'ait pas été suivie des faits. En fait, le discours est pas déconnant, mais quand on sait qu'il a été condamné à 3 ans de prison ferme en 2016, 5 ans d'inéligibilité pour fraude fiscale et blanchiment, le culot qu'il faut pour venir sur le plateau, vraiment. Fais-toi tout petit, disparais. Est-ce que vous avez déjà rêvé de voler? Non, mais pas comme Marine Le Pen. Je parle vraiment dans les airs. Mais pas dans un avion non plus. Genre voiture volante. Ben, bientôt, ça va être possible. Avec des drones. Ça vient d'arriver en Chine. Je vais jamais monter dedans, c'est mort. Ça va finir en catastrophe, le truc. Dans le ciel chinois, un feu vert inédit. Et ce qui ressemble à de la science-fiction devient réalité. Ici, des modèles dont l'entreprise Ehang fait la promotion dans un clip. Ces taxis volants sans pilote sont désormais autorisés à transporter des passagers dans un but commercial par l'aviation civile chinoise. En 2023, notre équipe avait justement pu tester elle-même ce mode de transport futuriste. À bord, nous sommes seuls. J'ai besoin d'un parachute ou il y a un siège éjectable? Non, non, pas besoin. On attend le feu vert pour décoller, les hélices tournent de plus en plus vite. Décollage, c'est parti. Notre trajet ne peut durer plus de 25 minutes et notre vitesse peut atteindre 130 km/h. Un vol de basse altitude dont l'itinéraire est programmé. On est à 40 mètres au-dessus du sol. Le pilotage est automatique, mais les commandes peuvent être reprises depuis le sol en cas de problème. Pour l'heure, leur envol n'est autorisé que dans 2 villes chinoises pour des visites touristiques. Chez nous, un projet similaire était porté par la région Île-de-France pour les Jeux Olympiques de Paris, avec ce modèle allemand, finalement resté cloué au sol. La création d'une base de décollage et d'atterrissage sur la Seine a été stoppée par le Conseil d'État pour des raisons administratives. Non, mais n'allons pas là-dedans, on sait que ça va mal finir. Tu fais ça à Toulon, déjà tu te fais attaquer par des mouettes. Tu te fais déglinguer, les mouettes ici elles sont ultra agressives, c'est mort. Direction maintenant les États-Unis avec une séquence qui a beaucoup fait réagir, c'est une compétition d'escrime et une escrimeuse a refusé d'affronter son adversaire pour une raison bien particulière, je vous laisse regarder. Et un incident qui s'est déroulé lors d'un tournoi universitaire dans la banlieue de Washington, c'était en escrime. Regardez la fleurettiste de droite ici, Stephanie Turner, qui s'agenouille, refusant d'affronter son adversaire Redmond Sullivan, athlète transgenre. Raison ? Elle l'explique, vous allez voir sa déclaration. Je suis désolée, je ne peux pas faire ça, je suis une femme et c'est un homme, c'est un tournoi féminin, je ne vais pas l'affronter. Conséquence, l'escrimeuse a été disqualifiée en vertu des règles de la Fédération internationale et elle a reçu le soutien de Martina Navratilova, ancienne championne de tennis et pionnière des droits homosexuels. Réaction sur les réseaux sociaux, voilà ce qui arrive quand les athlètes féminines protestent. La Fédération américaine d'escrime confirme un débat en cours sur la participation des athlètes transgenres dans le sport, précisant
qu'elle se trouvera toujours du côté de l'inclusion. Dans l'Amérique de Donald Trump, ça va résonner. Voilà, on se rappelle qu'il avait signé un décret d'ailleurs interdisant aux athlètes transgenres de participer aux compétitions. C'est un des premiers qu'il avait signé. Est-ce que vous comprenez la prise de position de l'escrimeuse? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, évidemment dans le respect. Alors maintenant, je vais vous partager une séquence qui m'a énormément choqué. Vraiment, j'ai pas les mots. À chaque fois que je regarde cette séquence, je me dis mais ces gens n'ont pas de cœur, mais c'est quoi le délire? Je vous laisse regarder, mais quand j'ai vu ça, j'ai pété un câble. Non, attendez, je termine. Et puis, madame disait, on est dans le complot, là. Non, je suis pas dans le complot. Attendez, je suis pas dans le complot. Là, c'est vraiment... Moi, j'étais à Gaza. Je peux vous dire qu'il y a tout... Non, mais laissez-moi. Moi, j'y étais. Attendez. On a vu les supermarchés. On a vu les supermarchés là-bas. Je vous assure qu'il y a de quoi manger. Non, mais moi, j'écoute. On les a arrêtés. Écoutez, j'écoute tout le monde. Je ne suis pas d'accord. On donne l'électricité, on donne même toute l'aide humanitaire. Laissez-moi terminer. On vous écoute. Bon, bah, je termine, je fais comme si je n'entendais pas. Que Israël souhaite protéger les civils palestiniens lorsque vous bombardez des camps de réfugiés où il n'y a que des tentes et que donc les bombes extrêmement meurtrières font en un seul bombardement font 300 morts ou près de 500 morts. Je veux dire, vous pouvez pas me parler de parce qu'il n'y a pas d'autre solution, Jean-Michel. Ce n'est pas un territoire comme un autre. Si Gaza était un État, si Gaza était un État avec une armée, ce ne sont pas des roquettes qui seraient envoyées, mais ce seraient des bombes aussi meurtrières que les bombes israéliennes. Et puis moi, je voudrais juste répondre à madame sur quelque chose qui m'a beaucoup choqué. Mais oui, mais Gaza, c'est Dubaï. Tranquille, la sécurité est au top, la nourriture est excellente, l'ambiance aussi. Allons-y, mais allons-y, quel fils de... Avant de passer au dernier sujet et parler de Dylan Thierry, on va écouter Eric Nolot, qui est devenu apparemment avocat pour CNews. Avec des arguments un petit peu fallacieux. Parfois très logique parce que c'est une chaîne qui s'occupe de la réalité quand beaucoup d'autres médias s'occupent du déni de réalité. Et je pense que les Comment vous pouvez dire ça? Parce que c'est quand même une chaîne qui a été plusieurs fois, pour le coup, sanctionnée pour désinformation, par exemple. Donc, pour le coup, on n'est pas proche de la réalité. J'émets un jugement très général. À partir des émissions auxquelles je participe et des émissions que je regarde, il peut y avoir des dérapages, il ne s'agit pas de les nier. Je dis que globalement, c'est une chaîne qui s'occupe de la réalité quand il y a des médias qui sont beaucoup plus intéressés par le déni de réalité. Voilà. Non, mais le déni de réalité dans les autres médias, je vois pas comment on peut dire ça. Justement, sur Crépol, pardon, Mélanie, mais on peut nous représenter ces médiatiques. On a fait une émission justement sur ce sujet-là. Je renvoie les téléspectateurs, évidemment, à cette émission-là il y a 15 jours ou 3 semaines, où là on voit que c'est finalement deux visions de la réalité qui s'opposent. Vous dites effectivement un déni d'information. Je pense que quand on est à la tête d'LCI, de BFM ou de France Info TV, on prendrait mal justement cette opinion-là. Sur le cas de Crépol, c'est assez compliqué de voir cette situation. Donc, en tout cas, on a pu analyser qu'il y avait tout un narratif qui était développé sur CNews, qui justement là rendait compte à peu près le même narratif que celui de l'extrême droite pour refaire... Pour la séquence dont je vous parle, au contraire, j'ai trouvé qu'il y avait une extrême simplification. En fait, tout était clair, il n'y a pas de zone d'ombre. Quand il est question du racisme anti-blanc qui figurait dans certains PV, eh bien, on n'en parle pas. J'ai l'impression qu'il faut parler de certains faits et pas d'autres. Moi, j'ai participé à des débats sur CNews, sur ce sujet comme sur d'autres sujets épineux. J'ai vu qu'il y avait quand même plus de nuances autour du plateau. C'est prendre les transports en commun. Il y a quelque chose qui est ressenti par les gens dans leur quotidien. C'est un ressenti, c'est vrai. Je finis juste ça. Or, pendant des années, on leur a dit non, c'est un ressenti. Vous comprenez? C'est comme la température ressentie. On a fait un inverse avec nous, c'est que ce ressenti s'auto-alimente aussi. C'est-à-dire que quand on est justement sur CNews ou quand on écoute Europe 1 chez Cyril Hanouna ou quand on va lire le JDD, on voit qu'on a un même sujet, une même ambiance et on a l'impression, parce que là on parle de ressenti, que c'est difficile de penser contre soi-même lorsqu'on regarde justement ces chaînes-là parce que c'est un même discours. C'est pour ça que j'ai accepté votre invitation. En entendant CNews, on avait vraiment l'impression, je cite, que les Arabes allaient envahir la France pour égorger tout le monde, une phrase comme ça. Moi je voudrais dire que se penche sur ce genre de phrase qui est vraiment scandaleuse, parce que personne n'a jamais dit même de quelque chose d'approchant d'une horreur pareille. Donc je trouve que l'ARCOM a une tendance un peu à entendre que d'un côté ce qui va pas et à rester sourd de l'autre. Bon, là pour le coup, ce sont on vous laisse la responsabilité de ses propos. C'est des saisies. Et dans 90% des cas, il n'y a pas suite. Donc de toute façon, ça... Non, mais l'ARCOM, ça n'enlève rien à ce que je vous dis. Oui. Et puis l'ARCOM, pour le coup, est garante du pluralisme des propos et de l'honnêteté de l'information sur toutes les chaînes et pas que sur CNews, bien sûr. Je suis quasiment sûr que le Eric Nolot à l'époque de On n'est pas couché n'aurait jamais défendu CNews. On va terminer cette vidéo en parlant de Dylan Thierry. Alors Dylan Thierry devait participer à l'Influence Fight Club édition 2. J'ai participé à la première édition et dans cette édition, il devait affronter Ilan Castronovo. Il y a évidemment d'autres combats. Il y a Sebi Dadi qui a refusé de m'affronter parce que je n'avais pas assez d'abonnés, qui affronte un mec qui a 3 fois moins d'abonnés que moi. C'est ce qu'on appelle avoir peur, c'est pas grave. On avait Marvin Tiller qui devait affronter Virgile, mais Virgile ne va pas combattre. On ne sait pas trop les raisons pour l'instant, peut-être qu'il s'est blessé, enfin on ne sait pas. Et bref, après une conférence de presse
assez houleuse avec pas mal d'incidents, on va dire. Dylan Thierry a fait une vidéo sur TikTok pour dire qu'il ne combattra pas. Voici les raisons. Je vais aller droit au but. Je tiens à annuler ma participation au combat d'MMA du 3 mai, tout simplement après avoir parlé avec ma mère, mon père, mon docteur, mon kiné, vous qui me suivez. Je me suis dit que c'était pas quelque chose de bien pour moi, pour plusieurs raisons. Tout simplement, déjà la religion, on vient de sortir du mois de Ramadan, je viens de faire un voyage humanitaire, je tiens à faire autre chose de mes réseaux sociaux et inciter les gens à aller voir un combat où il y aura de la musique, des femmes dénudées avec le round 1, 2, 3, enfin vous m'avez compris. Je pense pas que ça soit très bien en termes d'exemple. Autre chose, bien évidemment ma blessure, j'ai fait une opération il y a 2 mois, je suis pas complètement guéri. Même juste mettre mon pull, ça me fait mal. J'ai encore beaucoup de rendez-vous à faire chez le kiné. Et je pense que la santé, c'est très important. Comme on dit en islam, notre corps ne nous appartient pas, il appartient à Allah et il faut en prendre soin. Et aussi, quand je me suis retrouvé à la conférence de presse, je ne me suis pas du tout senti à ma place. Je ne dis pas que je suis meilleur qu'eux, bien au contraire, mais je ne me suis pas senti à ma place. Moi, j'étais là pour représenter le sport et c'est vrai que j'étais pas à ma place, je me sentais pas à l'aise. J'avais l'impression d'être retourné 15 ans en arrière, où j'ai commencé mes débuts de télé, j'ai vu ce qui ressortait sur les réseaux sociaux. L'organisation, pour être honnête avec vous, ils sont très professionnels, il n'y a rien à dire sur ça. Les gens qui sont derrière ça, derrière l'organisation, c'est des professionnels, ils sont sérieux, ils tiennent leur parole. Mais moi, personnellement, j'ai rien à gagner en faisant ce combat. Je suis plus dans ce genre de choses-là. Je me retrouve plus dans cet événement, dans ce truc-là, je me suis pas retrouvé en tout cas. Donc voilà, je me retire de cet événement du 3 mai à Fribourg. Mais encore une fois, ils n'ont pas besoin de moi. Il y a d'autres influenceurs très bien qui pourront faire ça mieux que moi. Et voilà. Merci à tous en tout cas pour vos messages. Et vous avez raison. Je pense que j'ai rien à faire là et j'ai d'autres choses à faire. Alors je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a déjà 2 mois, j'avais émis des doutes sur sa participation. Parce que notamment, il venait de se faire opérer, etc. Le fait qu'il se retire, honnêtement, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant et tout ce qu'il a dit, pour moi, c'est des prétextes. Parce que la religion, elle a bon dos. Quand t'as accepté, t'étais déjà soi-disant musulman. Donc pourquoi t'as accepté avant? Tu savais très bien ce que t'allais faire dans la cage. Là où on voit que c'est encore une fois un menteur, regardez ce qu'il a dit à la conférence de presse. Moi, pour être sincère avec vous, j'ai pas commencé les entraînements. Quand j'ai appris que je me battais contre une chèvre, je me suis dit bon, bah facile. Quand j'ai vu qu'il avait